Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard cette semaine, vous vous intéressez à l'Europe. Alors, la situation française n'est pas très joyeuse en ce début de semaine, comme les semaines précédentes, mais vous avez préféré vous tourner vers nos voisins et en tirer un diagnostic pas vraiment plus encourageant. Oui Aude, j'ai été sidérée par les débats français autour de la réforme des retraites, qui est vraiment, somme toute, très modeste de 2023. Bon, à écouter les oppositions, mais aussi une majorité des Français, cette réforme serait la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase de l'ultralibéralisme macroniste et travailler jusqu'à 63 ans représenterait un effort tellement considérable qu'il ne faudrait surtout pas en demander davantage. Bon, ça, ce sont les débats français, Aude. Mais dès qu'on regarde au-delà des frontières, c'est absolument incroyable de voir le franc décalage. Au même moment que ces débats devenaient virulents en France, en Allemagne, des économistes ont remis au gouvernement de Friedrich Merz, donc le nouveau chancelier, un document de travail dans lequel est défendu le principe d'un décalage de l'âge de départ à la retraite à 73 ans d'ici 2060. Jusqu'à là, le gouvernement allemand pensait plutôt suivre le modèle danois, c'est-à-dire se caler à 70 ans. Ces divergences illustrent-elles une différence encore plus profonde ? Mais moi, ce qui me surprend, Aude, c'est que ces divergences, en fait, elles sont surtout neuves. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, bien sûr, chaque État avait son politique, ses élections, ses débats internes, mais il y avait quand même des vastes mouvements communs. Tout le monde a été marqué en France par le totem de François Mitterrand, qui avait ramené au début des années 80 l'âge de départ à la retraite de 65 ans à 60 ans. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, Mitterrand avait poussé très très loin le concept, mais qu'à ce moment-là, en Europe, il y avait une multiplication de dispositifs en faveur des départs anticipés, voire d'autres abaissements de l'âge de départ à la retraite. Les gouvernements étaient sidérés par la montée du chômage. Donc à ce moment-là, la France va très loin, mais elle reste conducteur européen. Et dans les années 90, retournement, il y a la prise en compte de la question démographique et toute l'Europe commence à allonger l'âge de travail. À Paris, c'est la réforme Balladur qui allonge la durée de cotisation nécessaire. Donc aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est que la France joue son propre air, sans aucune considération pour ce qui se passe ailleurs en Europe. Et j'ai l'impression que ce cavalier seul illustre un mouvement plus profond. Comment cela, un mouvement plus profond ? Aude, ce qui est quand même étonnant, c'est que depuis 20 ans, on le sait bien, nous avons la monnaie unique qui devait vraiment faire converger les économies européennes. Mais c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est dans ce sens-là qu'il y a un mouvement assez profond. Les divergences, tant en termes d'indicateurs macroéconomiques que de gestion des finances publiques, se sont accrues en Europe depuis les années 2000. Un exemple assez significatif, ainsi en 1999, le produit intérieur brut par habitant s'échelonnait de 15 000 € en Grèce à 39 000 € aux Pays-Bas. Le pays le plus prospère avait un PIB par habitant supérieur de 160% au pays le moins prospère. L'écart s'est accru en 2025. Il n'a pas doublé, mais l'écart est passé à 170%, ce qui est complètement contraire au plan des fondateurs de l'euro. Et j'ai trouvé très intéressant dans un livre de l'économiste Didier Cahen, il y a une forme de réponse. Il écrit « L'élimination des risques de change dans l'union monétaire et les progrès vers le marché unique ont accru la spécialisation productive des pays. L'euro a en effet renforcé les pays les plus industrialisés au détriment de ceux qui connaissaient un déclin industriel plus profond. » Mais Anne, il est quand même inévitable que les régions se développent à un rythme différent, y compris avec une monnaie unique. Oui, Aude, c'est vrai, ça a toujours été le cas. On se rappelle les beaux livres de Fernand Braudel sur les démarrages du capitalisme dans la Méditerranée, où on voit qu'à tour de rôle, des villes prennent la tête du développement économique. Là, on parle d'une union économique, mais l'euro, c'est vraiment une union qui n'a pas choisi, on reste vraiment totalement au milieu du gué, car au sein d'une véritable union économique, sont prévus des mécanismes de transfert budgétaire entre les régions, et puis des mouvements de capitaux et de main-d'œuvre sont facilités. Donc les déséquilibres macroéconomiques ne posent pas de problème. D'ailleurs, aux États-Unis aujourd'hui, évidemment, il y a énormément de mutations entre les anciennes régions industrielles qui souffrent, la Silicon Valley qui bénéficie à plein de l'explosion de l'intelligence artificielle, mais ces mécanismes permettent vraiment de réduire les inégalités et le développement divergent entre les États. Et c'est d'ailleurs pour éviter cette divergence qu'au moment de la création de l'euro avaient été mis en place les critères de convergence budgétaire avec les fameux critères du traité de Maastricht, à l'époque qu'on rabâchait. Donc c'était l'idée qu'il y avait un plafond d'un déficit maximum de 3% du PIB et une dette qui devait être inférieure à 60% du PIB. Donc les États s'en sont lavés les mains, et vraiment en premier lieu la France, et on voit bien que cet éclatement des économies européennes laisse l'Europe aujourd'hui bien démunie face aux ambitions chinoises et américaines. Merci beaucoup Anne. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut écouter votre chronique Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.